Je laisse la parole à Daniel Prémel concernant le campement Chapelle-Charbon et c'est Gérald Briand qui répondra. Oui, merci Monsieur le maire. Je sais que effectivement la problématique migrants à La Chapelle est importante et de plus la ville de Paris fait tout son possible pour essayer d'y faire face, mais elle reste toujours présente. Mais même si Madame Hidalgo vient régulièrement visiter ces campements, je parlerai plus particulièrement d'un campement qui se passe rue Moussorski en face de Chapelle-Charbon, du futur jardin Chapelle-Charbon. Là, nous en sommes à peu près entre 80 et 100 tentes. Plus, je parlerai aussi du coin des Fillettes juste en face de la piscine. Donc là aussi, on en a peu, mais il y a quand même quelques tentes. Et je dois dire que les habitants de ce quartier, même s'ils ne présentent aucune agressivité par rapport aux migrants, sont inquiets. Sont inquiets par rapport au parc, sont inquiets par rapport aux écoles, sont inquiets parce qu'ils ne voient pas les choses bouger, même si je sais qu'il y a eu des interventions. Donc ma question, elle est simple. Où en est-on? Comment peut-on débloquer cette situation? Quelle va être cette situation aussi en voyant que l'hiver va arriver? Comment elle va être traitée? Et donc quelles sont les réponses que vous pouvez m'apporter par rapport à ce campement qui effectivement est un campement qui inquiète beaucoup et qui peut aussi interroger sur le futur jardin Chapelle-Charbon. Donc ce jardin auquel beaucoup d'habitants se sont impliqués dans le projet de ce jardin, et donc ça serait un peu dommageable qu'il y ait une démobilisation due à une situation que nous ne réglons pas. Merci pour la question, cher Daniel. Juste pour dire qu'évidemment on partage les inquiétudes des habitants qui sont justes et légitimes. Qu'hélas, je ne vais pas avoir des propos rassurants ce soir, parce que la situation est en train d'empirer de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a, c'est ici, mais en fait c'est tout le long maintenant du périphérique, où on assiste à une multiplication des campements, avec des opérations régulières de l'État, sauf que via le dispositif CAES, maintenant, il y a un lien un petit peu qui a été rompu. Parce que aujourd'hui, la dernière opération, on en parlait tout à l'heure avec Monsieur le maire, c'était 70% des migrants qui refusaient l'accueil, de monter dans le bus, qui ne se produisaient pas avant. Alors pourquoi ce qui ne se produisait pas avant se produit maintenant? Parce que le lien a été un peu interrompu et abîmé avec les associations partenaires de solidarité. On a en plus des gens qui se rendent compte que obligatoirement on ne va pas régler leurs problèmes parce qu'on se retrouve avec des dublinés, avec des déboutés, avec des sans-papiers, avec des gens qui sont qui ont le droit au droit d'asile, qui sont déjà reconnus par le droit d'asile, mais qui, faute d'hébergement, ne sont pas pris en charge. Donc on est face à cette difficulté très importante et à, je crois, à une démission de l'État sur cette partie du territoire où je crois que les pouvoirs publics ont décidé de les laisser à l'abandon. Alors moi je trouve ça d'autant plus choquant, d'autant plus, et même pour moi, élu de terrain qui est beaucoup travaillé sur cette question-là, c'est très démoralisant, quoi. Parce que quand on avait fait ce qu'on avait fait avec le centre humanitaire de La Chapelle, où on avait réussi justement à empêcher qu'il y ait un peu cette dérive et des multiplications de campements anarchiques en passant par une seule file active avec des vrais moyens. Je suis toujours content que la structure qui est toujours gérée par Emmaüs, qui soit à Ivry, fonctionne encore pour les publics les plus fragiles. Mais on s'aperçoit que ce qui pour beaucoup était juste du bon sens, d'ailleurs, quand on en discutait avec des gens de la préfecture de police, savent exactement ce qu'il faut faire. Non, on a essayé de durcir, de montrer qu'on durcissait, sans vraiment chercher à
résoudre le problème, parce que les coups de menton, et moi, de ce que je vois, de ce que a l'air d'être la politique pour les 6 prochains mois ou les prochaines années du président de la République, d'aller plus sur le côté régalien, et au final, c'est surtout les habitants de la Porte de la Chapelle qui vont le payer de plein fouet. Ceux qui sont, en plus évidemment, des migrants, cela va sans dire, mais et donc c'est vraiment très très préoccupant. C'est très très préoccupant qu'aujourd'hui que l'État décide de faire de ce coin une zone de non-droit. Et on a beaucoup interpellé, hein, la maire de Paris fait beaucoup. On nous a interdit plus ou moins de continuer l'expérience de la bulle, mais vous avez vu ce qu'on a fait en partenariat avec l'Armée du Salut, donc on a pu monter une petite halte humanitaire de côté qui va normalement, on devrait avoir sur un prochain conseil d'arrondissement un débouché, parce qu'il s'agit de parler de la suite, mais on se retrouve devant une vraie difficulté. Alors, je ne veux pas complètement désespérer, notamment par rapport à la question des jardins. On a eu cette difficulté, je me rappelle notamment quand c'était sur les campements autour du jardin Éole, c'est-à-dire que quand on a eu des campements divers et variés, on a su faire, on a su gérer, mais je veux pas verser dans un optimisme béat, parce que malheureusement ça serait pas juste, c'est pas notre prérogative. L'État, les pouvoirs publics ont décidé de faire de cette question une question électorale, de pourrir la situation. Il y a eu un mort, hein, il y a eu un mort en septembre, un migrant qui est décédé. Il y a des partenaires aujourd'hui qui ont de plus en plus de difficultés à aller sur le terrain, qui se sentent de plus en plus seuls, parce qu'on a aussi des migrants, certains qui pètent les boulons, qui pètent vraiment les boulons, et ça commence à être vraiment problématique. À côté je vous fais pas le détail, mais du campement de la colline avec les populations d'usagers de drogue, donc c'est très très sensible, Il n'empêche que, voilà. Et le pire, c'est qu'on sait quoi faire. On sait comment résoudre la difficulté. On sait faire, on a expérimenté, on a des solutions. Moi, je dis, si l'État veut pas faire, qu'il nous permette de le faire. Parce qu'évidemment, c'est sa prérogative. S'il y a pas de problème, on fera. La puissance Paris a une puissance financière qui permet quand même de faire d'autres choses. Mais il faut pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Alors, moi, je suis inquiet, parce que ce que je vous annonce, c'est qu'il va y avoir des drames. Hein. C'est ça qu'il va y avoir. Et que je crois que malheureusement, il y en a qui sont dans un cynisme le plus absolu. Et je vous dis ça comme élu de terrain, qui est, pour moi, ça m'abîme vraiment, Ça m'abîme vraiment, et ça me met en grande difficulté, parce que c'est vraiment inadmissible ce qui est en train de se passer. C'est inadmissible. Et moi, j'ai plus les mots. Merci Gérald. J'ai vu plusieurs mains se lever, donc je vais donner la parole aux uns et aux autres rapidement. Normalement, on ne débat pas après les questions orales, mais on va le faire un tout petit peu. Je vais vous demander d'être rapide. Je voudrais rajouter à ce qu'a dit Gérald Briand un soutien que je veux apporter à la mobilisation des associations qui sont réunies ce soir dans un théâtre parisien pour, au fond, dire ce que nous disons aussi. La situation est inimaginable. D'abord parce qu'elle est indigne, aussi bien pour les personnes à la rue que pour les habitants, mais surtout parce que les solutions, non seulement on les connaît, mais on les a mises en œuvre. Ça a marché. Et le problème est le même aujourd'hui. Et ça a marché. Et donc, le sentiment d'impuissance qu'ont les habitants, on est un certain nombre à le partager. Parce que moi, c'est pas faute d'être allé, en toute discrétion d'ailleurs, parce que j'en ai pas fait des caisses sur les réseaux sociaux, c'est pas mon habitude. Moi, je suis allé 3 fois voir les cabinets des différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés. Je suis allé 2 fois à l'Élysée pour voir le cabinet du président de la République et lui dire, mais quand même, comment peut-on laisser faire ?
Et les solutions, on ne demande pas de les inventer. On demande de prendre ce qui a marché. S'il faut faire différemment, moi je suis tout prêt à faire différemment, mais simplement le différemment ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des milliers de personnes, il y a des familles à la rue, boulevard de la Villette. Il y a des campements qui se refont en permanence, porte d'Aubervilliers. Et vous savez, dans les campements de la porte d'Aubervilliers, vous avez souvent, quasiment à chaque comptage, plus de 25% de réfugiés statutaires. Statutaires. Des gens qui ont le droit d'être sur le territoire français. Avec des femmes et des enfants, à qui on propose des hébergements pour une nuit. Et à 8 heures, il faut qu'ils se barrent. C'est dingue. Et si encore on se retrouvait dans la situation qu'on a connue, il y a en 2015, là on pouvait dire on sait pas faire. Et c'est vrai, on a merdé, on a mis du temps à trouver. On a essayé plein de trucs différents et on a eu des campements qui sont constitués, puis reconstitués. Et puis ceux qui se rappellent la première opération de mise à l'abri d'Eurovia. On avait réquisitionné un gymnase, enfin c'était des dingueries qu'on faisait. Mais on avait le mérite d'essayer et de pas savoir faire, quoi. Et de mettre 2 ans à trouver un dispositif qui fonctionnait bien. Mais ça, les habitants, ils pouvaient l'admettre, l'accepter. Et même beaucoup nous accompagnaient dans ce chemin-là. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est plus ça parce qu'on peut pas accepter la situation dans laquelle on laisse nos quartiers. Et des drames, on en a déjà eu. Et des drames, on va continuer à en avoir. Et c'est pas une très belle façon de faire de la politique. Alors, Christian Honoré, Dominique Demangel, Fadila Méal, et j'arrête là si on s'arrête là, puis on va passer à autre chose. Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. Il s'agit d'un drame humain. Je suis toujours un peu étonné lorsque, d'abord, pardonnez-moi cette phrase, on sait quoi faire, on sait ce qu'il faut faire, et ces anathèmes, le cynisme, etc. Je crois que on ne pourra pas résoudre, on ne pourra pas essayer de résoudre ces problèmes si chacun, partenaire, dit c'est l'autre qui a tort, il ne fait pas assez ou je fais. Moi aussi, je suis monsieur Briand, un élu de terrain. Je vais souvent Port de la Chapelle. Je suis allé, non pas rue Moussorski, mais rue Tchaïkovski. C'est là où il y a 100 ou 150 tentes. J'ai vu, mais bien entendu, chacun de nous a vu le drame. J'ai pris une photo que je n'ai pas publiée, bien entendu. Il y avait, c'est très émouvant ce que je vais dire, à l'angle de la rue Moussorski et la rue Tchaïkovski, il y avait un gamin, 14 ans, sa sœur, 6 ans, et un landau. Il y avait des valises. Je suis allé le voir, je dis, bon, il parlait français. Est-ce que tu as un domicile? Non. Alors les parents, je ne sais pas où ils étaient. Peut-être avait-il eu peur en voyant quelqu'un, bon, voilà. Et j'ai essayé de l'aider, de lui donner une adresse, de voir où il pouvait aller. Je crois que on parle de campagne électorale. Quel que soit le futur maire de Paris ou la future maire de Paris, les problèmes existeront toujours. Et qu'il ne faudrait pas que la majorité future dise c'est la faute d'un tel et l'opposition future dise c'est la faute aux autres. Non. Je crois que c'est un drame qui nous dépasse, on fait au mieux. Je suis toujours... j'ai du mal à prendre la parole parce que je sais que de dire qu'on sait faire, pardonnez-moi de vous le dire aussi crûment, ce n'est pas vrai. Parce que si quelqu'un avait des solutions, à Paris, les problèmes ne se poseraient pas. Je crois que c'est un problème, on ne va pas revenir là-dessus. Je crois qu'il faut que tous les partenaires, parce que lorsque vous allez voir une association, je crois que c'était l'Armée du Salut et les Médecins du Monde, ils vous disent oui, bien sûr, vous avez raison, il faut qu'il y ait concertation entre l'État, la préfecture, la ville, les associations, etc. On ne s'en sortira que comme ça. On ne s'en sortira. On essaiera d'avancer que comme ça.
Mais pardon, évitons de dire c'est la faute de l'autre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà. Et je suis très ennuyé de parler parce que je sais qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Il n'y a pas de solution si chacun renvoie. Et il n'y a pas de solution si chacun renvoie la responsabilité sur les autres. Mais alors, on va peut-être laisser d'abord la parole à Fadila Mayal, ça évitera de faire le tour avec le micro. Moi, vraiment, hein, il y a des solutions et on les a démontrées. Et je veux bien beaucoup de choses, mais d'abord, vous êtes le seul à avoir parlé de campagne électorale. Ni Daniel Prémel, ni Gérald Briand, ni moi-même n'avaient utilisé ce moment-là. Et je voudrais quand même redire, parce qu'on peut raconter beaucoup de choses. Quand 13 maires de France, 13, des maires LR, des maires communistes, des maires socialistes, des maires LREM, écrivent au président de la République, 13 maires, le maire de Toulouse, le maire de Bordeaux, la maire de Paris, la maire de Nantes, le maire de Saint-Denis, écrivent au président de la République pour demander une seule chose. Mettons-nous autour de la table. Mettons-nous autour de la table. On est prêt à construire avec vous les solutions. Que cette lettre, elle est envoyée au mois d'avril ou au mois de mai. Que nous sommes au mois de septembre. Qu'on a eu un mort à la porte de la chapelle. Et que cette réunion n'a toujours pas eu lieu. Excusez-moi, mais c'est pas vers les élus locaux qu'il faut se tourner, hein. Fadila Mayal. Après ces propos extrêmement musclés, je dirais même un peu belliqueux, je voudrais reprendre la parole pour un peu plus d'apaisement. De l'apaisement, pourquoi ? Parce que nous ne parlons pas de marchandises, nous parlons d'êtres humains. Et vous avez raison de dire que la dimension humanitaire doit prévaloir. Pour autant, j'entends, et je ne veux pas me dédouaner, je suis là, ambassadrice d'un gouvernement qui essaye de faire beaucoup sur le sujet, et je ne voudrais pas qu'il soit renvoyé aux ornières pour dire de façon crûment, comme vous le dites, qu'il ne fait rien, qu'il ne veut rien faire, que la situation désespérante, vous avez raison, lui est complètement indifférente. Sur cette première assertion, je m'inscris en faux. Ce gouvernement a fait beaucoup, plus que fait certains. Rappelez-vous, la jungle de Calais. Il y avait le gouvernement à l'époque Sarkozy, Monsieur Hollande, qui a échoué sur ce dossier de la jungle de Calais, que nous vivons aujourd'hui à Paris. C'est Emmanuel Macron qui a finalement débloqué la situation. Ça, on n'est pas là pour faire des points et des bons points pour les uns et les autres, mais rétablir la vérité des faits. Rétablir la vérité des faits, c'était aussi sortir les réfugiés de l'invisibilité dans laquelle ils étaient. Rappelez-vous, on disait les migrants, et parmi les migrants, il y avait des réfugiés. Il y avait en effet des gens qui demandaient l'asile économique, il y en avait d'autres qui fuyaient aussi leur pays à cause des guerres et de la sécheresse. Nous avons fait la réforme du droit d'asile. Nous l'avons fait. Avant, c'était 4 ans. 4 ans pour obtenir de l'OFPRA une situation et un délai. 4 ans. Des enfants étaient même nés ici en France pendant que la situation n'était pas régularisée. Aujourd'hui, les délais sont de 6 mois. Et rappelez-vous le tollé général. Quand on a demandé avec la circulaire Colombe, on en a discuté ici, où toutes les associations des droits de l'homme étaient contre parce qu'on demandait à identifier les réfugiés. Les identifier pour traiter, pour accélérer, pour pouvoir intégrer ces populations. Aujourd'hui, c'est un fait. Les réfugiés, ils ont maintenant un délai de 6 mois et ils ont une réponse. Et cette réponse, il faut que vous l'acceptiez. Elle est positive pour certains, mais elle est négative pour les autres. Et ceux-là, ils doivent partir de ce territoire. Après, vous posez une autre question, c'est l'afflux. Pourquoi cet afflux ? Moi, je veux bien qu'on dise il faut gérer finalement les situations. J'étais de ceux qui ont défendu, en tant que macroniste, la bulle de la chapelle. Et ça n'a été pas facile. J'ai dû expliquer que c'était utile. Mais aujourd'hui, vous voyez bien, on a régularisé, on a permis de mettre à l'abri, mais il en arrive plus de 10, plus de 100 aujourd'hui.
Et donc cette question, elle est devant nous. La migration internationale, il faut la traiter, et non pas la traiter par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans notre quartier? C'est une question européenne, c'est une question du développement nord-sud, et cette question, je suis désolée, nous sommes en responsabilité et nous devons le faire. Alors moi, je voudrais dire quelques chiffres. Quand même, le budget qui a été alloué au droit d'asile et à l'insertion et à l'intégration, il a augmenté de 30%. 30%, c'est pas rien dans un budget. 30%, et ça nous est reproché par nos adversaires et par les populistes. C'est aussi des ouvertures qui ont été faites, notamment dans cette périmètre extrêmement sensible qu'est l'Île-de-France, avec plus de 2000 places d'accueil supplémentaires. Donc moi je veux bien qu'on dise qu'on n'a pas fait, mais on s'attaque aux racines, et comme vous, je suis d'accord pour qu'on se mette autour de la table pour résoudre ce problème, à l'échelle locale, à l'échelle de la ville, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et c'est ce pourquoi nous nous sommes battus, que notre liste Renaissance, mais c'est Résistance aussi contre le populisme, s'est battue, parce que c'était de façon évidente dire, contrairement à ce que vous dites, monsieur le maire, que les choses se sont durcies avec Macron, c'est dire en effet, et c'est le seul qui s'est opposé au Rassemblement national, qui prônait finalement le bouc émissaire et la fin de l'arrivée de tous les immigrants. Il faut encadrer, pourquoi pas? Il faut encadrer, faisons-le avec humanité, mais ce que vous ne dites pas aussi, c'est ce qui se passe aussi dans ces lieux. C'est pas simplement la faute du gouvernement, c'est la faute des passeurs, c'est la faute de ceux qui aujourd'hui commercialisent ces mobilités et font en sorte que ça devient quelque chose de très lucratif. Il faut lutter contre les passeurs qui sont presque un crime contre l'humanité. Et donc, moi je ne veux pas être longue, et je ne porterai pas l'anathème sur ce qui a été fait par la mairie, qui a fait beaucoup sur le sujet. Donc moi je ne pense pas qu'il y a d'exclusive en la matière, mais monsieur l'adjoint, je ne veux pas vous laisser dire que nous sommes indifférents et que nous regardons cette misère en tournant la tête. Ce n'est pas vrai. Ce qui est pas vrai, c'est beaucoup des choses que vous avez dit, notamment que vous avez mis des mots que vous avez mis dans ma bouche que je n'ai évidemment pas utilisés. Parfois, j'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle. Dominique de Mangel. Mais vous savez, si on veut avoir un débat politique, et vous avez parlé beaucoup, monsieur Honoré, puis vous, d'élections, vous êtes les seuls à parler des élections. Hein. Alors moi, franchement, si c'est ça le sujet, on aura bien l'occasion de se rencontrer après. Mais par contre, monsieur Honoré, s'il vous plaît, restez donc un peu calme. Mais par contre, si vous pensez que le débat électoral, il doit se faire de la façon dont vous le menez, c'est-à-dire en racontant n'importe quoi sur ce que les autres disent, on est très très mal parti. Dominique de Mangel. Oui, je vais pas être très long. Moi, des leçons de démagogie Christian Honoré, ça me fait bien marrer. Oui. Dominique de Mangel. Bon. Dominique de Mangel. Si vous me laissez quelques secondes, monsieur Honoré, voilà. Je partage évidemment cette situation qui est une honte. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait une volonté de progresser, puisque ce que j'entends sur l'aide médicale d'État m'inquiète énormément. On est de nouveau sur une réduction, des tentatives de réduction de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire que à la fois les associations, je pense à Emmaüs, je pense à la Passe de Bichat, auront de plus en plus de difficultés à faire prendre en charge les migrants et les problèmes sanitaires, j'allais dire, les plus élémentaires que l'on rencontre. Et ça, c'est une situation qui est encore plus inacceptable, ça n'a aucun sens, mais qui est une responsabilité collective de ces migrants, avec des conséquences pour la population, avec des conséquences non seulement pour les riverains, mais pour l'ensemble de la prise en charge sanitaire. Donc c'est une honte, j'ai vraiment beaucoup de craintes sur le fait que de nouveau, parce que c'est pas nouveau, hein, à chaque fois,
régulièrement, on revient sur l'aide médicale d'État qui représenterait une charge considérable pour le budget de l'État et pour... Bon, faut regarder les chiffres qui sont beaucoup plus modestes que ça. Et puis ensuite, il faut voir quel est l'impact et ce que ça veut dire derrière. Donc, ça veut dire effectivement la santé de ces personnes, mais ça veut dire aussi la santé publique. Et je pense qu'il faut que tout le monde en soit particulièrement responsable. Et j'espère que tous ces projets ne vont pas voir le jour. L'aide médicale d'État, qui est une grande avancée qu'on doit au gouvernement de Lionel Jospin, que beaucoup pensaient essayer de remettre en cause et qui, fort heureusement, a perduré jusqu'à maintenant. Alors, un mot de réponse ou de conclusion de Gérald, et puis après on va passer à un autre sujet. On aura largement l'occasion d'y revenir de toute façon. Oui, je voudrais pas qu'on reste sur des choses qui ne sont pas très justes. Donc, je vais juste dire quelques petits mots. Donc, pour votre gouverne, Madame l'ambassadrice du gouvernement Macron, donc j'ai bien entendu. C'est Monsieur Cazeneuve en fait qui a fermé la jungle de Calais, avec qui j'ai eu quelques débats, mais je reconnais que donc ce n'est pas à mettre. Voilà, ce n'est pas donc à mettre au bénéfice, au crédit de l'immense Macron, mais non, hélas, il l'a pas fait celle-là. Autre chose, vous avez un discours un peu de rude, hein, de dire voilà, il y a ceux qui auront, il y aura les déboutés, donc les réponses négatives, et ceux qui auront une réponse positive, et donc il faut que les déboutés partent. Vous dites ça, d'accord? Mais alors, si on suit votre raisonnement. Ceux qui ne sont pas déboutés, ceux qui justement ont le droit d'asile, pourquoi ils sont en train de dormir porte de la Chapelle en ce moment? Pourquoi? Oui. Je sais pas. C'est qu'il faut qu'on se mette autour de la table. Non. Pourquoi ils y sont pas? Mais parce qu'aujourd'hui, on a démissionné sur ce qu'il fallait faire. On a démissionné. Aujourd'hui, il faut construire une file active pour qu'aujourd'hui, pour commencer son parcours de migrant, quelle que soit la loi, parce que c'est la 11e loi, donc dites pas que vous êtes les seuls à avoir fait, c'est la 11e loi sur le droit d'asile. 11e loi, vous vous rendez compte? Ça devient une monstruosité, quoi. Donc c'est un serpent. D'ailleurs, ceux qui sont des spécialistes de ça, franchement, c'est formidable, parce qu'il faut vraiment avoir des convictions accrochées en termes de droit international, quoi. Mais ce qui fonctionne, c'est d'avoir un moment d'accueil et pas de faire aujourd'hui la prime au campement. Ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui, pour commencer leur parcours, là c'est avec les CAES et tout ça, il faut d'abord qu'ils dorment dehors. Parce que c'est en train de se passer. Ça marche à l'envers. Il faut travailler sur l'accueil conditionnel. Quand on dit on sait faire et vous prenez vos grands airs où je vois, j'entends, excusez-moi, je rends à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire à Monsieur Honoré, excusez-moi, je vais pas tout mettre sur le pauvre dos de Madame Méal, mais je disais ça. Non mais, à un moment on dit on sait faire. Non! Alors on va corriger et on va s'expliquer. On a vu une expérience qui marchait. Ça va? On a vu. Donc, on propose de reproduire l'expérience qui marchait. D'accord? Ça va? On est d'accord? Ok. Bon, on va rester là-dessus. Bien. Merci beaucoup pour ce débat qui va nous occuper encore longtemps.